Merci. La parole est à monsieur Éric Alauzet. Merci Madame la Présidente. C'était franchement pas gagné. Le pari était difficile à tenir car nous étions dans l'ornière, soit effectivement de façon abrupte et sans en mesurer vraiment les conséquences, mettre à bas, marginaliser complètement l'administration fiscale, et puis de l'autre côté le statu quo. Or, pas à pas, et c'est vrai qu'il faut saluer ici toutes celles et tous ceux et tous les groupes politiques ici qui peuvent revendiquer cette avancée, et puis de la créativité, beaucoup de créativité dans la commission, et notamment je veux saluer aussi la rapporteure Émilie Cariou. Je lui ai dit, après le travail en commission, chapeau, parce que c'était pas gagné d'avance. Et puis je crois qu'il fallait de toute façon dépasser cette anomalie, et je suis d'accord avec celles et ceux qui disent que peut-être on a un peu trop, comment dire, brocardé l'administration, on lui a prêté des intentions, et derrière l'administration, bien entendu, c'est le pouvoir politique qu'on mettait en cause. Je crois que plus tard, on pourra rediscuter plus tranquillement et réellement de ce que le pouvoir politique imposait ou pas à l'administration. Je crois aussi qu'il y avait beaucoup de fantasmes. Mais bref, il fallait dépasser ce moment. C'était l'ère du soupçon. Et je crois que l'ère du soupçon est derrière nous. Voilà, tous les groupes ont participé. Presque des félicitations collectives qu'il faut s'adresser. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Puisque les parlementaires ont souhaité s'inscrire nombreux en discussion de l'article 13, et particulièrement Monsieur le Président de la Commission des Finances, il m'appartient sans doute d'y répondre. Peut-être nous gagnerons un petit peu de temps sur les amendements qui suivent et qui peut-être reprennent un certain nombre de choses qui ont été dites finalement par les uns et par les autres. Puisqu'on a l'heure des citations, j'ai envie de dire à M. Roussel, à Mme Pires-Beaune, que Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. N'ayez pas le bonheur triste. Soyez heureux. Je ne dirais pas de vous réjouir au point précis, mais au moins ayez l'objectivité. Je salue l'objectivité du député Coquerel. Oui, je suis heureux et communiste, c'est quasiment une antiphrase, cher monsieur le député, mais je ne dirais pas jusqu'à dire, comme M. Roussel, que tous les communistes sont par nature incorruptibles, en tout cas, exactement. Mais je dirais que le député Coquerel a eu l'objectivité de dire, tout en disant qu'il était en désaccord ici ou là sur des sujets qui lui paraissaient en non-cohérence du texte, et il l'a évoqué longuement hier, que l'avancée n'est pas importante, elle est décisive. Et il ne s'agit pas d'un changement de serrure, pour filer la métaphore, et sans rentrer dans les considérations limbé du président de la Commission des Finances qui passe une après-midi heureuse et imagée avec nous. Mais c'est vraiment la fin d'un verrou qui, et je voudrais dire que ce n'est pas le moindre des paradoxes, n'existait pas dans la loi. Puisque, mesdames et messieurs les députés, ayons quelques instants de décalage envers notre travail collectif, et je me permets d'y mettre dedans, en saluant le travail moi aussi, Mme la rapporteure et monsieur le président de la commission de la mission Diard, le verrou existait dans les têtes, mais pas dans les textes. Il existait dans la jurisprudence, dans la façon de faire, mais pas dans les textes. Et que nous inscrivons aujourd'hui, nous faisons une forme de travail légistique évidemment très important, de critères donnés au Parlement, de considération de ce que nous considérons être les faits les plus graves ou pas les faits les plus graves. C'est vrai que ce n'est pas le monde des paradoxes, que ce verrou, en fait, n'existait pas légalement. Et c'est un point important. Le deuxième point, j'ai envie de dire à Mme Pires-Beaune, si elle me le permet, M. Roussel est dans son opposition systématique non, de temps en temps, voilà. C'est vrai que vous... Non, mais il faut avouer que... Oui, mais il y a des moments où vous avez des rechutes, M. Roussel. Vous faites des rechutes. Vous faites des rechutes de communisme primaire, c'est pas grave. Je veux dire à Mme Pires-Beaune, franchement, et vraiment avec toute la sympathie et le respect que j'ai pour son travail important, notamment sur ces questions, vous voyez la brindille qui est dans notre œil, vous ne voyez pas la poutre qui était dans le vôtre. Vous avez été aux responsabilités gouvernementales, votre famille politique, j'entends, ça a été rappelé par M. de Courson, par M. Vigier, de façon très nombreuse de l'histoire de la Ve République. Vous auriez pu, plusieurs fois, ça a été le cas, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Nous avons toute l'après-midi, toute la soirée pour ceux qui souhaitent continuer longuement cette conversation très intéressante. Vous avez été aux responsabilités. Et il est dommage de demander des choses quand on est dans l'opposition et ne pas les appliquer quand on est en responsabilité. Vous auriez pu au moins souligner le fait que jamais
Jamais, Madame Pires-Beaune. Votre gouvernement n'a accepté de bouger sur le verrou de Bercy. Et j'ai constaté d'ailleurs, le président Woerth a au moins l'honnêteté intellectuelle de le dire, que quand on est en responsabilité au budget, on est pour le verrou, et quand on est dans l'opposition, on est contre. Voilà. Donc au moins, vous avez devant vous un gouvernement qui a expliqué, je crois, avec modération et tempérance, et il a pris un engagement l'année dernière devant la représentation nationale par Madame la ministre de la Garde des Sceaux. Peut-être qu'un certain nombre de personnes d'entre vous doutaient du fait qu'effectivement, en créant une commission, comme dirait l'autre, en l'occurrence l'autre c'est Clémenceau, on allait enterrer le problème. On a créé une mission transpartisane avec un travail excellemment fait par Madame la rapporteure. Je suis moi-même venu avec des propositions. Elles ont été discutées, elles ont été amendées, on a trouvé un compromis et nous avons désormais un texte qui, je crois, fait honneur bien sûr à la représentation nationale. Moi je salue le travail depuis longtemps de ceux qui ont apporté un certain nombre de pierres à l'édifice, peut-être ici un peu excessif, là peut-être un peu entendu seul vis-à-vis de leur majorité, mais enfin nous y voilà en un jour historique, et un jour historique fait dans la tempérance. Et je pense que c'est comme ça que nous faisons tous collectivement de la bonne légistique. Parce que je voudrais continuer ma démonstration, si cela a été permis, pour dire que les choses sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Il y avait une position absurde, sans doute, jusqu'à présent, des ministres des budgets ou des comptes publics qui disaient « il n'y a pas de problème ». Moi, je crois, et M. Alauzet l'a dit, je pense qu'il faut le souligner, ce n'est pas les agents des finances publiques le problème. Le problème, c'est effectivement qu'il y avait de la part, sans doute, du gouvernement, et encore, moi je n'ai pas été ministre qui a connu la cellule fiscale, qui était encore une autre manière, sans doute, de corriger un certain nombre de choses, indépendamment même, d'ailleurs, que les finances publiques, au sens administratif du terme, fonctionnaient. Mais il y a un moment donné où moi j'ai constaté, pour m'être intéressé au sujet que je ne connaissais pas bien au moment où j'ai été nommé, et c'est bien normal, il m'a fallu du temps de réflexion et d'échange et d'analyse, pour comprendre qu'il y avait des gens qui faisaient très bien leur travail, mais que la transparence, au sens où, comme le disait le président de la Commission, l'opinion publique ne comprenait pas comment ces décisions étaient prises. Bien. Mais il est faux de dire qu'aucune décision n'était prise. Et puis, il y a une autre position qui me paraît tout aussi absurde, et je le dis très franchement à ceux qui considèrent que le verrou existe encore, qui consiste à dire qu'on pourrait faire comme si tout devait aller au pénal. Mais, mes chers amis, si vous me permettez cette expression, monsieur le député, mais on peut discuter des critères. Vous déposerez sans doute des amendements. D'ailleurs, vous aurez constaté que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le gouvernement n'a pas demandé qu'un décret renvoie. Non, on a dit qu'on met le montant dans la loi et la loi le changera. Il n'y a aucun problème. Et c'est la majorité qui décidera du critère. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a des règles constitutionnelles. On ne peut pas être condamné 2 fois pour la même chose. Même un ancien ministre bien connu des services, qui pourtant, alors qu'il était en dessous du seuil de 100 000 €, sauf erreur de ma part, le dossier a été transmis. La CIF a déposé plainte. Cette personne a été condamnée. Il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, c'est son droit le plus strict, et elle a été jugée recevable. Au principe même, mesdames et messieurs les députés, que nous ne connaissons pas exactement, en tout cas c'est ce qu'a considéré celui qui a considéré recevable la QPC, le fait qu'on ne pouvait pas être condamné 2 fois pour la même chose. Et le Conseil constitutionnel, dans sa QPC, dira, il s'est prononcé pour l'un de mes prédécesseurs ou pour d'autres situations fiscales, ce qui relève, oui, des faits les plus graves et non pas des faits les plus graves. Est-ce que 100 000 €, monsieur le député Roussel, c'est les faits les plus graves? Nous le pensons. C'est la jurisprudence habituelle de la CIF, c'est le critère qu'on a collectivement proposé. Dire que c'est au premier euro de fraude, parce que ça peut arriver. Non mais, bah oui, mais c'est ça. Sinon vous gardez ce que vous appelez un verrou. Bon, dire que c'est au premier euro de fraude qu'on doit transmettre le dossier au pénal, ce n'est ni raisonnable, ni sérieux, ni conforme, me semble-t-il, à l'unanimisme et au travail collectif que nous avons tous mené. Ben si vous partez du principe qu'il faut donner tous les dossiers au pénal, monsieur le député, vous partez du principe que vous ne mettez pas de critères, et si vous ne mettez pas de critères, vous partez du principe que la justice s'occupe de tout, et si la justice s'occupe de tout, pénal, j'entends, vous rentrez dans un autre sujet, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Le deuxième, le critère de 100 000 est en soi à discuter, puisqu'on en discute, puisqu'on vous permet, si j'ose dire, de le faire. Donc, avouons que nous avons bien avancé dans la conversation. La deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est qu'il faudra se poser la question, mais M. de Courson l'a évoqué dans nos échanges précédents, de la commission des infractions fiscales. J'ai proposé, dans le débat que nous avons eu préalablement, que nous la supprimions.
Elle était composée de gens qui étaient tout à fait honorables, et des magistrats pour la plupart d'entre eux, pour pas dire la quasi-intégralité d'entre eux. Mais à partir du moment où la plainte ne passe pas par, l'essentiel, par la CIF, mais que l'administration garde quand même le soin de pouvoir déposer plainte si jamais il y avait un seuil à 100 000, on peut se poser la question de son utilité. Le Parlement a souhaité pour l'instant la garder. J'attire l'attention de la représentation nationale que dans les années 70, c'est le Parlement qui a souhaité la commission des infractions fiscales pour protéger, peut-être d'un fantasme répandu, mais pour protéger le citoyen, le contribuable, de l'administration et du pouvoir politique. Et donc il apparaît assez étonnant que par un glissement que nous pourrions tous constater, que le verrou, c'est désormais la CIF, alors que la CIF était faite pour protéger le contribuable. On aura donc ces discussions dans quelques instants. Et puis enfin, je terminerai par dire que j'ai promis à Madame la rapporteure une circulaire, parce que tout ne peut pas être du domaine de la loi, que nous allons co-signer avec Madame la garde des Sceaux à la fin du débat parlementaire, une fois que la loi sera promulguée par le président de la République. Donc elle est quasiment prête. Je voudrais ici lire des extraits pour ce travail d'importance entre le parquet et les directions des finances publiques, relevant notamment, Madame la rapporteure, du sujet que vous évoquez, de la discussion, du dialogue que vous appelez de vos voeux et qui n'existe pas ou très peu aujourd'hui. Et l'un des points les plus importants tient dans le grand 1 du grand A, c'est-à-dire tout au début, la circulaire que je vais signer avec Madame la garde des Sceaux, qui prévoit bien que les agents des finances publiques, je cite in extenso le texte qui sera publié, sont déliés du secret professionnel, c'est ce que vous demandiez, Madame la rapporteure, et c'est ce que demandait votre mission d'information, à l'égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par le secret, indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L228 ou du Code de procédure judiciaire. Le C du grand 1, Madame la rapporteure, évoque encore qu'à l'occasion de chaque contrôle fiscal sur place effectué par l'administration, un examen systématique des faits recueillis à cette occasion sera effectué afin d'identifier ceux relevant des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est le signalement que vous appelez de vos voeux, indépendamment du sujet que nous évoquons aujourd'hui. Et la présence d'un magistrat de l'ordre judiciaire au sein de l'administration fiscale centrale permettra, parce qu'il n'existe pas, de fluidifier les relations entre nos deux ministères, ainsi qu'une meilleure connaissance du fonctionnement judiciaire par l'administration fiscale. Ils pourront apporter un soutien technique sur certains dossiers particuliers qui fera naître le dialogue que vous évoquez. Je ne vous lis pas in extenso les 6 pages de la circulaire qui est en toute finalisation, mais elle reprend, me semble-t-il, par les voies que je viens de donner, l'évocation de votre mission. Il est de coutume de dire, quand moi j'étais jeune étudiant en droit, qu'une circulaire c'est quelque chose d'inutile, parce que c'est soit, pas aussi longtemps que ça, en tout cas moins longtemps peut-être que ceux qui se permettent de faire cette réflexion, mais que c'était... Pardon ? Non, mais il paraît plus vieux, c'est tout ce que je voulais dire. Physiquement, j'entends. Et en plus, j'espère qu'il a de l'humour, ce serait déplorable. Bon. Il apparaît que la circulaire est soit inutile, soit contraire à la loi. Eh bien, je crois que dans ce cas précis, Madame la rapporteure, elle sera à la fois utile et conforme à la volonté du législateur. Merci, Monsieur le Ministre. Avant la présentation de ces amendements à l'article 13, je vous informe que je suis saisie par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public sur l'amendement 152. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'article 152 qui serait présenté peut-être avec le 153 par Madame Pires-Beaune ou l'un après l'autre, comme vous le souhaitez. Merci. Merci Madame la Présidente. Je vais présenter les deux, effectivement. Et de ce fait, simplement, Madame la députée, j'informe aussi l'Assemblée que sur l'amendement 153, il y a une demande de scrutin public sur cet amendement. Donc le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, Madame la députée. Merci.